Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une excellente année et plein de réussite dans vos projets entrepreneuriaux notamment. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux bébés. Si vous en avez ou si vous avez le projet d'en faire, cette émission va vous intéresser. Bonjour Morgane. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va s'intéresser avec vous au marché des bébés. Vous allez nous expliquer ce que vous faites pour eux dans quelques instants. On peut le dire d'un mot, une place de marché de réemploi pour la puériculture. Exactement. Nous, chez Bibs, dont je suis cofondateur avec mon associé Arsène Huot, on propose aux parents une application mobile qui est gratuite et qui leur permet de s'acheter et de se revendre des articles pour bébés qui sont de seconde main, donc d'occasion, des vêtements, des jouets, mais aussi des équipements de puériculture, comme par exemple des poussettes. Le Vinted du bébé, on pourrait dire. En quelque sorte, dans le sens où on répond à des usages qui sont similaires, mais en apportant une couche de conseils et d'informations et de contenu que des parents ne pourraient pas trouver ailleurs et qui est très utile quand on découvre ce marché auquel on ne connaît rien en général. C'est vrai, en général quand on débute c'est sur une page blanche. Alors on va revenir sur ce que vous faites dans quelques instants, mais on aime bien s'intéresser à l'actualité et au regard qu'ont les entrepreneurs sur l'actualité, et notamment dans votre secteur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Il y a beaucoup de choses qui nous marquent en ce moment. 2020 était une année où il s'est passé énormément de choses. De manière générale, évidemment, on le sait, mais aussi sur le marché de la seconde main et en ce qui concerne les parents. Sur le marché de la seconde main, ce qu'on observe, c'est deux choses. La première, c'est que c'est un marché qui est en très forte croissance et nous, c'est évidemment quelque chose qu'on regarde, c'est une information qu'on surveille. C'est un marché qui est en très forte croissance parce que les usages sont en train de se transformer, qu'aujourd'hui, on a de plus en plus envie, évidemment, de faire des économies, mais aussi de veiller à ce que notre consommation soit responsable et raisonnée. Mais également un marché de la seconde main auquel s'intéressent de plus en plus d'acteurs, et ça on le regarde aussi. C'est la preuve qu'il est en train de mûrir finalement. Les grands acteurs, vous pensez aux grandes surfaces par exemple, qui font des annonces dans le domaine par exemple. Exactement, alors ce qu'on a pu voir c'est par exemple les distributeurs qu'on va appeler physiques, brick and mortar, qui ouvrent des corners de seconde main au sein des supermarchés, des hypermarchés. On peut voir aussi des distributeurs digitaux comme La Redoute, ou comme Cdiscount qui lancent leurs activités de place de marché de seconde main. Ça attire les convoitises parce que c'est un marché qui grossit. Et ça pourrait être des partenaires pour vous ? Vous pourriez être l'opérateur de ces corners ou ça va être des concurrents ? Nous, on regarde tout le monde comme une partie prenante d'une tendance plus globale et d'un mouvement plus global qui est la transformation des consommations. Donc évidemment, on a parlé de Cdiscount ou La Redoute ou les hypermarchés, mais de manière plus globale, tout industriel ou tout distributeur installé depuis plusieurs années ou décennies dans le paysage économique français et qui aurait besoin d'aide pour justement inciter ses clients à transformer leur mode de consommation, trouverait un écho positif chez nous. Quelle autre actualité a retenu votre attention ? Alors, il y a beaucoup d'actualités en ce qui concerne les parents aussi en ce moment. La natalité en France, depuis 4-5 ans, alors de manière générale, elle est relativement stable. On a une natalité qui oscille entre 770 000 et 820 000 naissances par an en France. Mais on a vu qu'elle baissait justement de 820 000 à 770 000 sur les 5 dernières années. On a observé pendant l'année 2020, notamment pendant les confinements, quelques signaux qui nous font penser que peut-être que la courbe pourrait s'inverser dans l'année qui vient. Quels signaux ? Alors il y a deux signaux en particulier qui nous intéressent, qui sont assez intéressants. Le premier, c'est que les tests de grossesse, les ventes de tests de grossesse ont augmenté de plus 70% par rapport à l'année d'avant, pendant le confinement. Le résultat du confinement, donc en effet, on s'occupe comme on peut et Exactement. Ça fait partie des occupations possibles. Exactement, exactement. Et puis peut-être ça permet aussi de mûrir des projets de parents qui avaient besoin d'un peu de temps pour en discuter, par exemple. Donc le confinement n'aura pas produit que des divorces, il aura aussi produit des bébés, c'est une bonne nouvelle. Mais pas dans tous les pays. Je voyais qu'en Italie, justement, cette crise et cette inquiétude sur l'avenir incertain, plus incertain, limitait les naissances et avait un effet inverse. C'est vrai, on a la chance d'être un pays où la natalité est une des plus dynamiques en Europe. Historiquement, on se bagarre sur la première place avec nos amis d'Irlande. Mais effectivement, il reste beaucoup d'incertitudes dans la période qui vient et on surveille ça progressivement.
Autre sujet qui a retenu votre attention? Autre sujet qui a retenu notre attention, donc outre les 70% de tests de grossesse, on a également observé plus 30% de téléchargement d'applications de suivi de grossesse. Et ça nous concerne. Pourquoi? Parce que les applications de suivi de grossesse permettent de suivre justement sa grossesse, mais de manière générale, sur les applications mobiles, dont on fait partie, cette grande famille des applications mobiles, il y a un dynamisme lié à la période qui est exceptionnel. Parce que tout simplement, on a moins d'alternatives, on passe plus de temps sur ces équipements électroniques et notamment son téléphone. Bon, tout ça, c'est des fantastiques opportunités et des futurs clients pour vous. On va voir pourquoi ce marché de l'enfance, de la petite enfance et puis du réemploi intéresse de plus en plus d'entrepreneurs. Alors oui, on voit un boom des marketplaces, des places de marché qui s'adressent à ce sujet du réemploi. Qu'est-ce qui explique cette tendance de fond et cet appétit? Eh bien, ce qui explique ça, premièrement, c'est qu'en général, quand on entreprend, on a tendance à regarder son marché. On a tendance à regarder la taille de son marché et on a tendance à regarder la dynamique de son marché. Il s'avère que sur le marché de la seconde main, il y a une taille qui est déjà importante de manière générale, mais surtout une dynamique qui est extrêmement positive. Il y a une étude du BCG qui est sortie fin 2020 qui évalue la croissance globale du marché de la seconde main dans les 5 prochaines années de 20% par an. Et le driver, le moteur de cette dynamique, c'est le pouvoir d'achat, c'est la volonté de continuer à consommer, mais peut-être moins cher? Alors, il y a deux moteurs. Il y a un moteur historique et un moteur émergent. Le moteur historique, c'est celui du prix. C'est des raisons économiques. On achète de seconde main parce que ça va nous permettre de réduire nos dépenses et d'accéder à des produits auxquels on n'aurait peut-être pas accès neufs. Ça, c'est un moteur qui existe depuis des années. Mais il y a un deuxième moteur qui a beaucoup émergé dans les 5 dernières années. C'est le moteur de la volonté des consommateurs aujourd'hui de consommer justement de façon plus responsable et raisonnée. Et sur notre marché à nous, évidemment, c'est des questions qu'on pose aux parents. On remarque que les parents étaient 40% à aspirer à une consommation éco-responsable il y a 5 ans et ils sont plus de 80% aujourd'hui. Oui, il y a vraiment un basculement des mentalités vers une consommation plus durable. Le covoiturage, c'est un exemple dans un autre domaine, et le réemploi dans tous les secteurs. On recevait un entrepreneur qui parlait du réemploi dans le BTP récemment. Donc voilà, il n'y a pas de limite finalement à ces opportunités de marché? Il n'y en a aucune. En fait, on a été très éduqués à la seconde main sur certains marchés assez spécifiques. La mode, par exemple, qui est clairement la figure de proue de la seconde main aujourd'hui. Mais il y a énormément de marchés sur lesquels la question du réemploi se pose, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va souvent pas forcément au bout de la durée de vie des produits. Et c'est particulièrement vrai sur notre marché, qui est le marché de la petite enfance. La deuxième, c'est que les fabricants, par la force des choses, font de plus en plus attention, pour certains d'entre eux en tout cas, au potentiel de réemploi et la durabilité de leurs produits. On a vu par exemple la définition très récente dans l'actualité d'un indice de réparabilité, notamment pour l'électroménager. C'est des problématiques en fait, auxquelles les fabricants sont obligés de faire face aujourd'hui. Oui, pour sortir de l'obsolescence programmée, son lave-linge qui tombait en panne et partait à la poubelle au bout de 5 ans. Mais là, on va se heurter quand même à un conflit d'intérêts avec les fabricants originaux, ceux qui fabriquent la matière première et les premières mains. Oui, c'est vrai. Après, toutes ces entreprises ont également un souci en tête, même 2 soucis en tête, je dirais. Le premier, c'est de répondre tout de même aux attentes de leurs consommateurs, pour ne pas les perdre. Et le deuxième, c'est de continuer à alimenter positivement leur image en tant qu'entreprise, en tant que marque. Et ça rejoint, à mon sens, certaines motivations de distributeurs pour faire évoluer leur modèle et aujourd'hui s'intéresser à la seconde main. C'est qu'il y a ce véritable souci, probablement de s'adapter au mode de consommation qui se transforme et également de soigner sa réputation. Et sur l'opportunité que représente le segment des bébés, il y a des choses qui bougent aussi? Oui, beaucoup. Alors, on a la chance d'être sur un marché qui est extrêmement réceptif à la seconde main. Aujourd'hui, vous avez plus de 80% des parents français, des jeunes parents français, qui ont déjà acheté de seconde main pour leur enfant. Donc, c'est une proportion qui est exceptionnelle. Nous, on a la chance aussi d'être sur un marché qui se subdivise finalement en 3 segments, mais qui sont tous très pertinents pour de la seconde main. Vous avez le segment des vêtements et des jouets, qui tous les deux répondent aux mêmes caractéristiques.
c'est des produits qu'on ne va pas utiliser très longtemps parce que notre enfant grandit et pour autant qui ont une durabilité qui est importante. Et le troisième segment qui est celui de la puériculture, notamment des équipements, qui vont être des produits qu'on va utiliser plus longtemps mais dont la durabilité est très très importante, se compte en années et parfois approche des 7, 8 voire 10 ans et qui ont un très gros potentiel de réemploi. Et Morgane, on va parler maintenant de Bibs et de cette aventure que vous avez lancée il y a un peu plus de 9 mois maintenant. Oui, ça fait quelques mois maintenant que Bibs fait ses premiers pas. Le nom déjà, Bibs, ça vient d'où? C'est l'anagramme de bébé? Exactement, entre autres. En fait, nous, on a toujours su avec mon associé Arsène qu'on voulait être une application mobile. Pourquoi? Que mobile, 100%? On a commencé que mobile. On sera très bientôt aussi accessible sur les navigateurs classiques depuis l'ordinateur et depuis son téléphone. Mais on a toujours su qu'on voulait commencer par l'application et être d'abord une application pour une raison simple, qui est que quand on est parent, on a peu de temps et parfois même pas les deux mains libres. Et du coup, quand on a peu de temps et parfois... Un biberon dans une main et l'appli dans l'autre. Exactement. Et donc on a besoin d'un support, d'une plateforme qui est facilement accessible. Oui. Et sur le nom, en fait, on a toujours su du coup que comme on était une application mobile, il fallait que le nom soit simple, facile à mémoriser, aussi qu'il prenne assez peu de place sur les pages des App Store, Play Store, parce que ça laisse plus de place pour dire autre chose. C'est bête, mais c'est une considération importante à prendre en compte quand on est une application mobile. Et au-delà de ça, on voulait un nom qui soit assez facile à exporter à l'international, parce qu'on a toujours su, et ça a déjà commencé d'ailleurs, qu'on n'était pas forcément une plateforme française, mais européenne. Il faut penser à tout quand on se lance dans la recherche de son nom. J'imagine que vous avez vous-même des enfants. On ne se lance pas dans une aventure comme celle-ci sans avoir un cobaye à la maison ou plusieurs. Vous en avez combien? J'ai un enfant, un fils qui a 17 mois. Et qui effectivement n'est pas du tout étranger à la jeunesse de Bibs. Alors il faut savoir que c'est un des points qui nous réunissent avec mon associé qui est devenu parent pour la première fois aussi un mois avant moi. Donc ça a été assez synchronisé. Et en fait, pourquoi c'est important? Déjà parce que c'est à l'origine de notre volonté à tous les deux d'aider les parents sur deux problématiques qu'on a mentionnées. C'est leur rendre du pouvoir d'achat et c'est les aider à faire évoluer leurs usages vers quelque chose de plus raisonnable et raisonné. Construire un monde meilleur pour ces jeunes générations qui naissent. Exactement, parce qu'en fait, quand on creuse sur finalement pourquoi les parents ces dernières années de plus en plus se soucient de l'impact de leur consommation. Pour deux raisons. La première, c'est que quand on devient parent, on connaît un pic de consommation qui est énorme. On commence à acheter beaucoup plus de choses et à consommer beaucoup plus qu'avant. La deuxième, c'est que quand on devient parent, on commence de plus en plus à se poser la question de quel monde je vais laisser à mon enfant ou à mes enfants. Bon, et vous permettez de le positiver. Alors, quand on regarde votre proposition de valeur, on a l'impression que vous avez fait un cocktail de plusieurs concepts qui existent. C'est pas vous faire offense, souvent c'est comme ça qu'on innove. Mais moi, ça m'a fait penser donc, à Vinted, ça m'a fait penser à Price Minister, enfin ex-Price Minister qui s'appelle Rakuten maintenant, avec ce marché de l'occasion, d'achat-revente. On pourrait dire eBay aussi, et puis gens de confiance, parce qu'il y a un peu de tous ces concepts qui se mixent. Expliquez-nous un peu la proposition de valeur. Bien sûr, alors déjà, de base, on est vraiment une place de marché. Donc on permet aux parents de s'acheter et de se revendre des articles pour bébés d'occasion. Ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres plateformes généralistes qui existent et qui ont créé l'usage, ou qui contribuent à créer l'usage. Vous avez cité Vinted, vous avez cité avant eux Price Minister, vous avez cité gens de confiance. Et en fait, c'est important parce que aujourd'hui, une des premières choses qu'on a dû faire, c'est assurer un niveau de fonctionnalité et d'usage qui soit au même niveau que ces entreprises-là, mais dans un temps très très réduit. C'est des entreprises qui ont plusieurs années d'existence. Ça peut approcher des 10, 15, 20 ans même dans le cas de Price Minister. Et nous, une des premières problématiques, c'était en moins d'un an d'assurer une expérience à parité sur la partie place de marché. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'à la différence de ces plateformes, qui sont généralistes et donc qui permettent de s'acheter des vêtements pour adultes, pour enfants, des livres et toutes sortes de choses, on s'adresse vraiment aux jeunes parents. Et ça nous permet de leur apporter une valeur que des plateformes généralistes ne pourront pas forcément leur apporter. Cette valeur, c'est celle du conseil, de l'information et du contenu. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand on devient parent et qu'on doit commencer à s'équiper pour son enfant, et bien souvent, on n'y connaît pas grand-chose. On a besoin d'être conseillé, on a besoin d'être aiguillé. Et donc, dans notre application, on propose à la fois un espace
communautaire qui permet aux parents de se conseiller des produits, mais également plusieurs centaines de contenus écrits, des guides d'achat, des tutoriels qui leur permettent de prendre leur décision d'achat pour leur enfant sereinement. Il y a aussi un inconvénient, c'est que finalement la durée de vie de cette clientèle est moins longue que si on venait à un magasin, une place de marché généraliste. C'est vrai, à savoir que finalement on considère qu'un enfant n'est plus un bébé à proprement parler à partir de 3-4 ans, en tout cas du point de vue du marché de la puériculture. Nous, notre vision là-dessus, elle est simple. La première, c'est que on a la chance que la natalité en France, par exemple, soit assez dynamique, avec 2 enfants par femme en moyenne, qui permettent finalement d'étendre le cycle de vie de nos utilisateurs. Mais aussi et surtout, pour nous, la petite enfance, c'est un point d'entrée très important, parce qu'à un moment de la vie où on a beaucoup de dépenses qui sont engagées, mais aussi on va se définir en tant que parent consommateur, si je puis dire. Mais l'enfance ne s'arrête pas là. Les besoins d'achat et de consommation ne s'arrêtent pas là. Et notre objectif à plus moyen long terme, c'est d'accompagner nos clients, d'accompagner nos consommateurs, nos utilisateurs, tout au long de l'enfance de leurs enfants, justement. Est-ce qu'il y a une catégorie de produits qui fonctionne plus qu'une autre ? Alors, en fonction des catégories de produits, les comportements ne sont pas les mêmes. Et c'est assez logique. Par exemple, de manière générale, quand on devient parent, avant la naissance de son enfant, on va engager des dépenses qui sont importantes sur des équipements qui vont durer longtemps. Par exemple, du mobilier ou une poussette. Et donc, ça va être un moment où on va beaucoup dépenser en peu de temps. Et ensuite, vous allez passer, une fois que votre enfant est né et commence à avoir quelques mois, sur des achats qui sont très fréquents et sur des montants qui sont moins importants, sur des vêtements ou des jouets par exemple. Et nous, c'est exactement ce qu'on observe. En termes de fréquence d'achat, sur les vêtements, sur les jouets, on observe une fréquence d'achat qui est assez soutenue chez nos utilisateurs parce que les besoins des enfants évoluent très très vite. En revanche, sur les achats plus importants et plus structurants comme les équipements, on observe effectivement tout simplement de manière très logique des achats plus en one shot entre guillemets parce qu'une fois qu'on est équipé, on est équipé. Alors, un des enjeux des places de marché, c'est l'offre et la demande, la poule et l'œuf. Comment est-ce que vous avez résolu cet enjeu ? On a la chance d'être sur un marché où très très vite les parents songent à vendre pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont tellement dépensé qu'ils ont une envie de récupérer du pouvoir d'achat pour continuer à financer ce qu'ils doivent acheter ensuite. On parle de quel genre de discount en général ? Alors aujourd'hui, sur Bibs, vous pouvez trouver des articles qui sont à moins 20%, de moins 20% à moins 80% par rapport au prix du neuf. Ça va dépendre des types d'articles, ça va dépendre de leur état, puisqu'on trouve une proportion non négligeable, 20% d'articles neufs, par exemple. Donc du côté de l'offre, on a besoin de se refaire un peu de la trésorerie et on manque d'espace aussi. Exactement. En fait, on a des parents qui ont juste envie de faire le tri, de faire le vide, parce qu'au bout d'un moment, ça prend beaucoup de place. Et quand ça prend beaucoup de place et que c'est peu utilisé... Exactement. Et donc, quand ça prend beaucoup de place et que c'est peu utilisé, on commence à avoir envie de vendre, d'autant plus que c'est une petite anecdote, mais on est le pays en France où la surface moyenne du logement est la plus faible. Donc il y a encore plus ce besoin de faire de la place chez nous. Et côté demande, alors, il faut se faire connaître. Comment est-ce que vous développez cela ? Exactement. La notoriété, évidemment, et l'acquisition de nouveaux utilisateurs, c'est une problématique qui est quotidienne pour nous. On a la chance d'avoir plutôt bien réussi notre première année d'existence, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 100 000 téléchargements de notre application en 1 an d'existence. Et le rythme s'accélère, donc on est très content de ça. En fait, nous, la question qu'on s'est posée, elle est très simple. Si on se met à la place de nos utilisateurs, où est-ce qu'on peut les trouver ? Il n'y a pas forcément besoin au début de retapisser toutes les stations de métro parisiennes pour aller trouver ses premiers utilisateurs. Il faut juste se poser la question d'où ils sont. Nous, on a la chance que nos utilisateurs, qui sont des parents, appartiennent à la génération plus des millennials, donc sont habitués à utiliser des supports digitaux, notamment beaucoup les réseaux sociaux. Et notre acquisition se fait essentiellement sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille de nos utilisateurs. Un mot sur le business model, c'est le nom de l'émission. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Aujourd'hui, notre premier modèle, c'est de prélever une commission sur les transactions qui est financée par l'acheteur et qui lui permet d'avoir la garantie que finalement il va connaître une expérience de transaction qui sera positive. Donc un accès à un service client 7 jours sur 7, la possibilité de retourner son produit dans certains cas de figure. Et donc effectivement, ça leur apporte une protection. C'est notre premier business model. On réfléchit à d'autres business models qui vont venir renforcer ça dans un contexte où on a une audience qui est importante, on a un nombre d'utilisateurs qui vont devenir très important. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a certains utilisateurs qui sont des utilisateurs très 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 fidèles et qui commencent à nous demander comment ils pourraient économiser davantage.
en continuant à acheter chez nous. Et donc on réfléchit pour cette année à une logique d'abonnement qui leur permettra d'économiser encore plus sur Bibs au quotidien. Bon, Morgane, on va s'intéresser maintenant à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre et à lancer cette aventure ? Alors, vous avez déjà une grosse expérience de l'Internet et du commerce et des places de marché, puisque vous avez travaillé chez Uber, vous avez travaillé chez Amazon. J'imagine que quand on est au cœur de machines comme celle-ci, on voit passer plein d'informations et ça donne des idées. Oui, en fait, dès que j'ai terminé mes études, j'ai su que je voulais travailler dans des environnements qui étaient dynamiques, qui bougeaient très très vite et dans lesquels j'aurais l'opportunité d'apprendre beaucoup. J'ai commencé chez Amazon. Vous aviez déjà l'idée que vous entrepreneriez un jour ? Ça m'a toujours démangé, mais il était important pour moi d'être rassuré sur mes compétences avant de me lancer. Ça, c'est le syndrome grande école. Exactement. On n'est pas autodidacte, donc on valide la théorie, la pratique. Exactement. Et finalement, Amazon et Uber, ça a été deux excellentes écoles pour ça. Amazon, parce que c'est l'école de l'obsession client. On réfléchit toujours en prenant le client en compte en premier lieu. Ils disent « start from the customer and work backwards ». C'est vraiment ça en fait. On commence par se préoccuper de ce que veulent les clients et ensuite on réfléchit à ce qu'on va faire. Et ça, c'est clairement un principe qu'on applique au quotidien chez Bibs. Et Uber, ça a été une vraie école de l'exécution. Chez Uber, Uber, c'est une entreprise qui a cette force de pouvoir exécuter beaucoup, très vite. Et finalement, c'est aussi quelque chose qui nous sert au quotidien chez Bibs, parce que c'est exactement ce qu'on a fait sur notre première année d'existence pour proposer très très rapidement une expérience d'achat et de vente qui soit à parité avec les plus gros acteurs du secteur. Et du coup, vous avez une ambition aussi forte que ces géants américains ? On a une ambition aussi forte que la taille de notre marché et la pénétration de notre marché, qui sont tous les deux très importants. Nous, notre première ambition, ce n'est pas une ambition de taille d'entreprise, c'est une ambition de servir nos utilisateurs et finalement les jeunes parents. Si on arrive à améliorer leur expérience de la parentalité en les faisant se soucier un petit peu moins de leur budget et de l'impact de leur consommation, ça leur permettra aussi de se soucier un petit peu plus, de profiter de ces moments qui sont très très importants. Mais en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous vous projetez à moyen terme et où est-ce que vous voulez aller ? Alors, nous, on a toujours considéré, comme je disais plus tôt, notre premier marché comme n'étant pas français, mais européen. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance de construire un produit qui peut s'exporter très facilement. On est déjà actif en Belgique, par exemple, et ça ne nous a pas forcément pris beaucoup plus de temps que d'être actif juste en France. Et en fait, au-delà de ça, eh bien, finalement, cet usage de la seconde main, il n'est pas spécifique à la France. Il est global et notamment très très fort en Europe. Donc on a une ambition qui est européenne et effectivement une ambition qui va se matérialiser du coup en termes de périmètre dans les mois et années à venir, mais assez rapidement. Et comment est-ce qu'on concilie son rôle de jeune papa avec sa casquette d'entrepreneur ? On apprend le funambulisme, très clairement. C'est un équilibre à cultiver. Mais en fait, c'est plutôt une bonne chose. Pour deux raisons. En ce qui nous concerne spécifiquement chez Bibs, ça me permet d'être au plus près des préoccupations de nos clients et de nos utilisateurs. Oui, le client est chez vous, à la Exactement. maison. Vous le retrouvez tous les jours. Exactement. Et quand on est sur un marché aussi spécifique, en termes de typologie de produits, en termes d'usage, en termes de préoccupations, je pense que c'est une force. Et deuxièmement, en fait, c'est important parce que quand on est entrepreneur, le risque, c'est de perdre l'équilibre. Et quand on a une famille et quand on a un enfant, c'est un bon moyen de s'assurer qu'on cultive un équilibre en permanence. Alors, on appelle aussi cette émission Business Models, pas uniquement pour le modèle d'affaires, mais aussi en référence aux top models, les personnes qui vous inspirent d'un point de vue business, est-ce qu'il y en a ? Oui, alors, moi j'ai tendance à plutôt être inspiré par des entrepreneurs qui se soucient énormément de leurs clients. Le premier, ce n'est pas forcément un entrepreneur de la tech, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Michel-Édouard Leclerc. Pourquoi ? Parce que Michel-Édouard Leclerc, à mon sens, il a deux forces dans les messages qu'il diffuse. Le premier, c'est de toujours se soucier de ses clients. Et le deuxième, c'est de faire preuve d'énormément de bon sens et de poser toujours les bonnes questions. C'est aussi une entreprise qui s'adapte progressivement aux usages et aux préoccupations de ses clients, de ses consommateurs. Et c'est très inspirant pour nous. Et vous avez eu l'occasion de le rencontrer déjà ? Malheureusement non, mais ça sera avec grand plaisir un jour. Et sur le même modèle, mais plus sur la scène tech, justement, quelqu'un qui
et parfois un peu décrié, mais qui a construit une boîte qui est une boîte d'excellence en termes d'expérience client, c'est justement Amazon où j'ai commencé ma carrière. Et Jeff Bezos, en fait, ce qui est inspirant chez lui, est qu'il a très très tôt défini une vision qui n'a jamais dévié, qui est qu'il fallait être la most customer-centric company on earth, la compagnie la plus centrée sur le client au monde. Et ça n'a jamais dévié 25 ans après. Et je trouve assez fort d'avoir su créer si tôt une vision qui était aussi pertinente et qui n'a jamais dévié quand on sait que quand on est entrepreneur, la vision peut quand même évoluer assez régulièrement. Ouais, les fameux pivots, alors que lui, son ADN est resté le même. Et lui, Jeff Bezos, vous avez eu l'occasion de le croiser quand vous étiez chez Amazon? Alors, il a visité une fois les bureaux parisiens quand j'y étais. On était déjà assez nombreux dans les bureaux parisiens, donc le niveau d'interaction one-to-one, entre guillemets, a été quand même assez limité. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui finalement aussi a réussi à capitaliser sur un premier modèle qui fonctionnait, qui était le modèle du e-commerce, sur lequel, si Amazon faisait que du e-commerce, ce serait déjà une entreprise qui aurait connu une très belle réussite. Il a réussi à capitaliser sur ce modèle pour en créer d'autres qui sont complémentaires et qui délivrent autant de valeur. On pense au cloud computing avec AWS, Amazon Web Services. On pense à la publicité avec Amazon Media Group. Et ça, c'est aussi quelque chose d'inspirant. C'est-à-dire que même quand vous avez construit quelque chose d'énorme, vous êtes toujours en mesure de vous demander qu'est-ce que je peux faire en plus. Il n'y a pas de limite. Bon, c'est inspirant pour l'entrepreneur que vous êtes et tous ceux qui regardent, je l'espère, Business Models et qui en tireront peut-être des leçons bénéfiques. Merci Morgane d'avoir partagé avec nous votre vision et votre expérience. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine sur Télé Sud pour un nouvel épisode de Business Models.